Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre chemin sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut Pank et tout le monde. Belle journée, n'est-ce pas? Oui. Ouais, chaude journée. Je sais pas le temps qu'il y a au UK, mais en France, là, en ce moment, en tout cas en région parisienne, il fait un temps hyper chaud. Ah bon? Nous, on a du 35 degrés, tu vois. Ah, attends, ok. En Angleterre, on dit heat wave et c'est arrivé à 33. Et moi, en tant qu'Australienne, on appelle ça un heat wave, c'est pas possible. Ouais, mais voilà. Non, mais toi, tu es en train de te préparer, c'est ce que je te disais la semaine dernière. Tu te reprépares tranquillement à des petites chaleurs de 35, 40 degrés. Et puis, tu vas retourner dans le réel du sujet. Je m'ajuste mentalement. C'est ça. Là, tu es en train de prendre des points de référence. Tu vois, tu es en plein point de référence. Ah ouais, c'est vrai que quand il fait pas chaud, c'est 35 degrés. Ok, normal. En plein hiver, hein, c'est l'hiver, bien sûr. Ça, c'est un temps hivernal. 35 degrés en plein hiver, quand même. Ah, quand même. C'est quoi, 25 degrés, 26 degrés? Oh, ça peut. Mais c'est vrai, on était, moi j'ai été là, 42 degrés, c'était un heat wave. 42 degrés, ouais. Mon premier jour arrivé d'Angleterre, où il y avait de la neige et il faisait très froid. J'arrive en Australie et c'est 42 degrés. Ouais, c'est quand même un certain temps. Le temps là-bas, il est quoi? Il est très sec, non? Il est très sec Il est très sec, oui. Ouais, ce qui fait que c'est quand même plus agréable. Tu vois, je trouve que le problème en Europe, quand il fait chaud, c'est que c'est très humide. Et c'est moins. Je trouve que c'est plus. Tu vois, moi, j'étais allé en Ouzbékistan où, pareil, il faisait des 35, 40 degrés. J'avais chaud, mais j'avais pas du tout la même notion de chaleur que quand je suis en Europe, en tout cas en France, où je me dis, waouh, j'ai l'impression tout le temps qu'il fait humide. Alors que la chaleur sèche, je trouve qu'elle est plus facilement assimilable par le corps et moins fatigante pour nous, même si ça reste de la grosse chaleur. C'est parce qu'on peut transpirer. Ouais. Si c'est trop humide, on ne peut pas. Et transpiration, c'est créé justement pour éliminer les effets de chaleur. Donc, c'est bien. Est-ce que la méthode Silva peut aider les personnes qui ont chaud actuellement? Est-ce que s'ils vont en laboratoire, ils peuvent se mettre en mode glaçon pour ne pas avoir trop chaud? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Se mettre sur une petite douche dans le laboratoire, etc. Testez, hein, amusez-vous. C'est des éléments que, à un moment, moi, j'avais fait un audio comme ça pour rigoler en hypnose il y a 2-3 ans, ou peut-être un peu plus. Et l'audio, le thème, c'était vraiment réussir à avoir un air climatiseur intérieur qui nous apaise des chaleurs. Et bon, c'est pas ultra effectif, mais moi, il y a des moments, je m'amuse à voir jusqu'à combien de temps j'arrive à tenir sans rentrer en surchauffe. Et il y a des moments, je suis hyper étonné parce que psychiquement, je me suis préparé à me dire non, là, je laisse circuler, ça va, je chauffe pas. Par contre, au moment où j'arrive à vraiment, où je sens que la chaleur devient trop, c'est trop pour moi, bah là, je peux plus rien faire. J'arrive plus à réguler, tu vois. Mais il m'est souvent arrivé de tenir, en faisant ces tests-là, de tenir plutôt bien quand il faisait très chaud. Par contre, il y a une température, à partir d'un moment, il y a mon corps s'il dépasse une température que j'arrive plus à réguler mentalement et que le corps a dit bon bah là ça suffit, là à partir de là j'arrive pas à récupérer de la fraîcheur. Me dire je recrée de la fraîcheur et tout, j'y arrive pas. Il faut que j'aille prendre une douche froide, m'assimiler, prendre un point de référence bien clair et redire à mon cerveau allez, on tente de recommencer à réduire la chaleur du corps. Alors testez, amusez-vous, la méthode elle peut vous faire pas mal de choses assez sympas. Alors, on est donc sur notre samedi. On avait un peu vu quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant à cette notion où on faisait des projets de nos doutes. Ça on s'était arrêté là-dessus. Ce qui est donc une idée qui est pas mal. N'oubliez pas, à partir du moment où une problématique et qu'on souhaite la résoudre, on nomme ça dans la méthode un projet. Donc, dès que vous avez un doute, cherchez une solution. En gros, le projet, c'est chercher et trouver une solution. Et en fait, en lisant ça de nouveau depuis, je me suis dit, il y a peut-être aussi, et on fait ça, en fait, dans la méthode Silva de base, quand on teste
on teste le contenu pardon, pas le contenu d'une substance dans le sang dans une éprouvette imaginaire. On est supposé secouer, les idées compter, et puis faire le vide, demander est-ce que c'est normal, basse ou élevée. Et puis on fait le vide dans l'esprit, et puis on revient, et la première réponse qui arrive dans la tête, on considère que c'est la bonne. Alors, je sais que dans le séminaire Ultra, il parlait aussi de cette possibilité. Si tu dois choisir entre deux choses pour savoir quelle est la bonne, vous posez le problème en alpha, vous déconnectez, vous revenez au réceptif et vous prenez la première chose qui vous semble bien. Donc, je me demande s'il parlait un tout petit peu de ça aussi. Si vous avez un doute, est-ce que cette information est justement la vraie information ou est-ce que c'est juste dans la tête de la personne et elle a la fausse information? Comment est-ce que je peux distinguer? Et dit, tu fais un projet de ton doute. Alors, un de ces projets pourrait être simplement, je pose la question, est-ce que cette idée est directe ou est-ce que c'est une idée que j'ai captée dans la pensée de la personne? Et fait le vide, revenir, bouf, prenez la première impression. Cette notion, elle est intéressante, comme là tu la recadres à une autre façon de faire. Pour les personnes qui sont souvent dans le doute, n'hésitez pas à utiliser ce type de méthode-là. Parce que, en gros, le doute, au bout d'un moment, on va toujours se dire « Ah ouais, mais je vais prendre cette solution. Ah bah non, puis en fait, non, je le sens pas. Et puis si je me trompe, etc. » Bah, ce qui est bien, c'est de le prédéterminer au départ. Vous dire « Bon, bah, je fais cette méthode. Dans la méthode, la notion sur laquelle je vais moi-même valider, c'est de me dire la première idée qui me vient une fois que j'ai posé mon problème, je suis sorti de ma tranche, je retourne en alpha, la première réception que j'ai, je la prends comme ok, c'est ça. Qu'importe si elle me plaît ou elle me plaît pas, je fais confiance. Alors, comme d'habitude, au départ, ne le faites pas sur des trucs qui vont changer votre vie sur 10 générations. Hein. Vous faites ça sur des petites choses. Oui. Et quand vous allez avoir des points de référence et que vous dites « Ok, c'est une technique qui, pour moi, me permet de prendre des décisions. Même quand je ne suis pas d'accord avec ce que j'entends, je me dis bah, « Je vais prendre ça. » Et que le feedback m'est correct, bah, plus vous allez le faire, plus quand vous aurez des décisions importantes à prendre, c'est un moyen de faire qui est vraiment chouette. Donc, n'hésitez pas parce que je sais que c'est vraiment… Il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème de prendre des décisions. Et ça dépend vraiment des personnalités. Hein. Moi, par exemple, mes décisions, je suis hyper instinctif, donc tu me proposes 3 trucs, dans la seconde, je te dis quelque chose. Je me pose même pas la question des causes à effet, des conséquences, je m'en fous. C'est j'ai senti ça. Bon, mon point de référence n'est pas toujours très bon parce que très souvent, ça me met dans des galères, mais au moins, je décide vite. Après, les conséquences ne sont pas toujours les meilleures, mais ne sont pas les pires non plus. C'est-à-dire que je m'adapte à ma décision, tu vois. Mais il y en a, je sais que c'est un vrai calvaire pour eux. Ils sont constamment… tu sais, c'est un jeu, moi, que j'ai avec… Il y a certains types de personnalités qui ont du mal à décider. Et il y a un truc très drôle à faire avec ces personnalités-là, c'est de les amener dans un restaurant chinois où il y a 10 000 plats. Et du coup, ils sont là en train de te regarder. Moi, je regarde les trucs, je fais ça me tente, ça me tente, ça me tente, je prends ça. Voilà, ça me prend 30 secondes. Et eux, tu les regardes, ils lisent tout. Ils te regardent, ils font, mais tu prends quoi? Alors tu leur dis, je prends ça, ça, ça. Ah, ok. Ils truquent, puis tu dis, bon, t'as choisi. Et ils disent, je sais pas trop, j'hésite et tout. Et en général, ils vont, la plupart du temps, vu qu'ils savent pas, ils vont se connecter à ce que toi, tu vas prendre. Ils vont dire, ouais, bon, c'est bon ça. Bon, je vais prendre ça pour ne pas décider. Et c'est très drôle de les laisser galérer et voir qu'ils galèrent parce qu'ils n'arrivent juste pas à prendre une décision. Ils veulent ça et ça. Ils ne savent pas si ça va être bon ou pas. Et tu leur dis, mais c'est qu'un repas, tu vois, à la limite, ça ne te plaît pas des masses. C'est pas grave. Et maintenant, ils arrivent à se prendre la tête là-dessus. Donc, c'est assez amusant de voir comment chaque personne vis-à-vis de la décision arrive à se placer et comment certains ont du mal et doivent réfléchir de peur de prendre la mauvaise décision. Si mauvaise décision il y a, tu vois. Pour moi, la décision, c'est juste un déclencheur de quelque chose. Après, c'est à toi de t'adapter à ce que tu as pris comme décision. Mais moi, je m'en fous un peu. Je me dis, ce qui est important, c'est ce qui suit la décision. Il y a des conséquences cool, tant mieux. Il y a des conséquences moins cool, tu feras avec. Tu vois, tu vas trouver des notions. Mais il y en a beaucoup, ils se disent, ah ouais, mais j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. J'aurais dû prendre une autre décision. Ah, mais ça, on ne peut pas le savoir en amont. Hein. Et même des bonnes décisions peuvent devenir des mauvaises décisions à long terme. À court terme, c'est cool.
et à long terme, c'est une mauvaise décision. Tu vois, ça, on ne peut pas le savoir. OK. Mais quand tu dis ça déconnecte, revient première impression, c'est bien pour les petites décisions immédiates ou court terme. Mais il y a aussi la technique du verre d'eau pour les décisions long terme. Ouais. Qui est vraiment génial. Hey, un petit truc qui n'est pas Silva, mais que moi j'ai appris en Australie et ça marche à merveille. Quand tu es vraiment tiré dans les deux sens, et tu sais, je devrais savoir, je devrais faire mon intuition, mais là, je suis trop dans le pour savoir. Tu fais pile ou face avec une pièce. Et puis, mais l'idée, c'est pas, OK, pile, je prends décision A. Tu n'es pas obligé de prendre la décision. Donc, si tu dis, OK, si c'est pile, je prends la décision A. Alors, tu fais boum, boum, tu regardes. Et c'est face, tu suis ton feeling immédiat. Si tu es dommage, tu sais, en fait, tu touches vraiment ton instinct là. Ou bien si c'est pile, tu dis, c'est bien, je suis soulagée. Alors là, tu n'as pas le temps de réfléchir, le raisonnement n'entre pas dedans, tu dois suivre vraiment tes instincts et c'est comment découvrir ces instincts dans la tête. Je trouve que c'est un petit truc génial. Ouais. Bah, cette notion, pensez-y, mais cette notion instinctive ne veut pas dire à chaque fois que vous faites les bonnes choses, mais au moins vous avez un truc qui vous correspond. Oui, parce que c'est aussi hyper important comme notion. Parfois, on peut prendre une décision, on se dit c'est la bonne décision, et c'est la bonne décision. On va prendre un exemple tout bête. Tu as un boulot, on te propose un boulot, tu as A et B, et puis B te fait plus gagner d'argent, tu as plus de prestige, bref, c'est mieux. Mais il n'y a peut-être pas la flamme. Bon, tu prends par logique et bon, le mieux, c'est de faire un boulot qu'on aime. C'est un boulot qui me rapporte de l'argent. Je vais pouvoir payer les traites de ma maison. Je vais pouvoir voyager. Bref, c'est super. Et tu te rends compte en fait que tu as ton boulot, mais tu n'es pas satisfait. Alors, ça peut prendre du temps parce que au départ, tu te dis, je gagne mes sous, je m'en fous, j'apprendrai à aimer mon boulot. Puis au bout de quelques années, peut-être que ça ne te correspond pas. Et parfois, tu entends des gens dire, ah ouais, mais en fait, j'aurais préféré faire quelque chose qui me plaît. Là, je ne suis pas habité, j'aime pas, etc. Donc, la notion instinctive, elle a de bien de se dire, bon, c'est vraiment ce que je veux, mais ce qu'on veut, ce n'est pas toujours forcément très bien. Inversement, des choses parfois qu'on ne veut pas peut nous apporter plus matériellement, émotionnellement, pendant un laps de temps. Et il faut en prendre ça en compte. Mais c'est là-dessus où, pour moi, une décision, elle n'est pas mauvaise. C'est qu'est-ce que ça va apporter à un moment donné. Il y a des moments où on prend des décisions qui nous amènent des moments de galère et ça se trouve, on rencontre du monde, on trouve des solutions, on se rend compte qu'on est très doué pour tel et tel truc et que la mauvaise décision, entre guillemets, t'a apporté bien plus que la bonne qui t'aura laissé un conditionnement classique. Tu n'auras rien appris de plus, c'était bien, youpi, tu as eu ton nouveau boulot et tout, mais tu n'as pas eu de remise en question, tu n'as pas eu forcément plus de plaisir ou de bonheur que ça, c'est juste assez neutre. Donc, c'est intéressant. Ce côté instinctif, ça ne veut pas dire que c'est juste, mais que ça correspond davantage à qui vous êtes. Et parfois, le côté je réfléchis beaucoup et je regarde tous les paramètres, c'est peut-être mieux, et ça c'est vrai, mais parfois ça peut être en non-adéquation, non-lien avec ce que vous êtes plus intérieurement. Et ça, c'est des éléments importants. OK. Et ça me fait quand même penser à quelqu'un avec qui j'ai une grande discussion au téléphone cette semaine. Peut-être prendre le boulot que tu aimes est la bonne décision, même si tu gagnes moins, etc., etc. Parce que lui, il vient d'avoir une attaque cérébrale, mais surprise, il n'avait aucune haute pression. Et il était en bonne forme, son cœur était bien, il mangeait bien, il ne fumait pas. Et donc, on a beaucoup discuté. Et puis, il parlait de son boulot. Et il disait, mais ça fait des années, je suis ennuyée comme tout, je n'aime pas faire ça, je me sens comme en prison, mais il faut que je le fasse parce que comme ça, je gagne l'argent nécessaire, blablabla. Alors, mais OK, donc il a fait ce qui était nécessaire, ce qui était le choix, on va dire, rationnel, mais qu'est-ce qu'il a fait à son corps? José disait souvent que en fait, quand il nommait les stress, un des 3 grands stress était faire un boulot que tu n'aimes pas, par obligation. Et là,
un stress long terme et là, il a souffert l'effet de ça et on aurait pu dire, il a été sage, il a pris la bonne décision, mais n'était pas très intéressé par ce travail. Tu vois, comment est-ce qu'on va mesurer quelle est la bonne décision, hein? C'est intéressant parce que tu vois, en ce moment, il y a, moi, j'aime beaucoup étudier les générations. Donc, tu sais que maintenant, il y a de plus en plus d'articles. Alors après, on peut être plus ou moins d'accord avec cet encadrement ou en tout cas cette mise en case des générations, mais je trouve que ça donne matière à réfléchir. Et aujourd'hui, on est en génération Z, puis il y a les alphas qui arrivent là, mais la génération Z est pas mal critiquée, notamment dans le monde du boulot, parce que à l'inverse des boomers, des X, des Y, ils ont une vision du boulot où ils disent nous, on veut bien gagner de l'argent, encore on veut bien travailler, mais on veut une qualité de vie à côté. Or, nous, nos générations, la génération boomer plus la génération XY, sont en train de dire les gamins, vous avez arrêté de nous saouler, du boulot, c'est du boulot, et tu te plies aux conditions du boulot, et si tu gagnes de l'argent, il ne va pas nous ennuyer. Donc, on a pu voir une génération de gamins qui ont commencé à être des digital nomades, tu vois, à pouvoir travailler un peu partout dans le monde, ce que Lee maintenant fait. Tu vois. Elle est au UK, elle donne des séminaires Silva un peu partout dans le monde en restant au UK. Elle pourrait le faire un peu partout dans le monde, hein, c'est ça être digital nomade. Et alors, il y a eu, il y a une dizaine d'années, ces jeunes qui ne vont pas en entreprise, qui gagnent de l'argent en étant au bord de la mer, etc., etc. Sous-entendant que le gamin fait rien, alors que pas du tout. Le gamin gagne de l'argent, mais il a juste une condition de travail différente. Et en entreprise, il y a pas mal de plaintes de ces gars, des générations d'avant, qui sont donc leurs managers, et qui disent « Ouais, mais ils sont saoulants parce que pour eux, à 17h, c'est 17h, et c'est pas 17h. Tu ne mets pas une réunion à 17h comme on l'a fait pendant des années. Nous, quand on pouvait être en entreprise, il y avait des personnes qui nous disaient notre N+1 à 18h, il dit il y a un meeting, tu dois être là au meeting. Toi, tu te barrais à 18h, là, tu restais au meeting, ça te faisait partir à 19h alors que tu n'avais rien appris du meeting. Les gamins aujourd'hui disent non, moi, je veux une vie plus satisfaisante, etc. Donc, ils ont cette notion-là, plus ce que tu viens de mettre en avant, cette intention d'un boulot passion. Tu vois, de quelque chose qui les passionne. Et ça, je pense que les livres de dev perso et tout le travail qui a été fait depuis des années, ça amène beaucoup à ça. Faites-vous plaisir dans le boulot, c'est important parce que c'est une part importante de votre quotidien, etc. Donc, il y a, tu vois, cette prise de conscience qui est prise par une nouvelle génération, sauf que dans notre modèle économique actuel, c'est problématique de dire tu as des gamins, tu as des adultes maintenant et des personnes sur le monde du travail où tu ne sais pas si du jour au lendemain, ils peuvent ne plus venir au boulot parce que ça les ennuie, qui ont du mal à s'engager parce qu'ils se disent au bout d'un moment, non mais moi, je ne suis pas là pour me contraindre au boulot, mais qui en même temps ont besoin d'argent parce que qu'on le veuille ou non, il faut quand même qu'économiquement, ils puissent être viables. Et là, tu as le truc de l'autre côté. Nous, on a peut-être été une génération un peu… je l'ai fait parce qu'il me faut avoir une tranquillité économique. Aujourd'hui, il y a je veux être tranquille, mais bon, il faut quand même de l'argent au bout d'un moment. Et du coup, ils ont l'autre versant que nous, on n'a pas eu. Et donc, on l'a ce truc-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre. Voilà, le juste équilibre entre il faut que j'ai un boulot qui puisse me plaire. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours simple. Il y a plein de boulots qui peuvent ne pas plaire. Moi, je reste sur une philosophie un peu différente qui était celle de ma mère, qui était le boulot, c'est pas à lui de s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter au boulot et apprendre à prendre du plaisir dans ce que tu fais. Moi, j'avais trouvé que c'était intéressant comme démarche, tu vois. Oui. Parce que tu peux toujours ne pas être d'accord. Tu vois, on revient sur le self-talk. On revient très Sylvain. Tu peux dire, ça me saoule de faire ce boulot. Moi, à un moment, j'étais en centre d'appel. Donc, tu vois, un call center à longueur de temps. Je me tapais 80 appels par jour. Et je me disais, j'ai adoré ce boulot-là, parce que dans ma tête, je me suis dit, non, mais c'est un super boulot, ça me permet de faire de la PNL à longueur de journée, j'essaye de répondre rapidement, je me donnais des temps, je me mettais des challenges et tout. J'ai passé 1 an et demi, super sympa, alors que les call centers, c'est quand même pas réputé pour être quelque chose de particulièrement sympa et amusant, tu vois. Ça aurait pu être le pire des boulots ennuyeux et tu as pu justement transformer. Ouais, mais justement, par le self-talk, tu vois, moi, je suis parti de cette philosophie-là. C'est, je fais un boulot. C'est un boulot, ça me ramène de l'argent. J'ai besoin d'un peu d'argent en ce moment, je fais ça. Et te dire, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce boulot? Ou en tout cas, comment moi, je peux me développer?
bah, ça me permet de parler à longueur de journée, ça me permet d'essayer de faire de la PNL, de voir si j'arrive à calmer les gens rapidement, à gérer les problèmes, à trouver des solutions. Bah, super, en fait, je suis dans ce que j'aime bien faire. Bon, bah cool, bon, bah je fais ça. Et vraiment, je prenais du plaisir avec mes équipes, je prenais du plaisir dans plein de trucs. Donc, cette notion, elle est intéressante. C'est aussi nous, dans notre cheminement, et c'est là où c'est intéressant, les différentes méthodes, de se dire, au bout d'un moment, OK, qu'est-ce que nous, on est en train de chercher comme objectif dans notre travail? C'est quoi notre projet dans le travail pour être satisfait de ce qu'on met en place au quotidien? Et là encore, on peut subir des boulots parce que malheureusement, on n'a pas toujours le boulot qu'on veut, mais on peut soi-même se mettre dans des états où on dit bah, j'en profite au maximum, je tente de développer des compétences et des capacités qui me sont propres, même dans des boulots qui pourraient ne pas sembler être particulièrement intéressants. Ça me fait penser à un autre exemple de ça. Mais toi, tu n'as pas fait le ultra avec Laszlo, non? Laszlo Domjan? Non, non, okay. Laszlo donne un exemple dans le ultra. Alors, puisque je l'ai traduit plusieurs fois, je m'en rappelle très bien. Où il y avait une femme, justement, Sylva, qui faisait plainte qu'elle était envoyée par son travail. Elle travaillait pour une lingerie où elle devrait passer toute la journée à repasser les vêtements offerts. Alors, et puis, elle a trouvé un moyen de vivre ça. Et on fait la méthode Sylvain. Et elle dit, mais je peux programmer pour les gens. Alors, elle prend justement des pantalons, dit, oh là là, c'est grande, cette personne va avoir trop de poids. Alors, donc, elle visualise la personne en train de mincir, en train de reprendre sa forme, en sentant super bien, etc. Prochain, oh là là, ça, il a des trous dedans, il a besoin d'argent. Et donc, pendant qu'elle repasse au feu, elle visualise cette personne avec beaucoup plus de réussite dans sa vie, avec plus de finances, etc., etc. Et tout d'un coup, elle adorait son travail. Donc, c'est exactement ce que tu disais. On peut trouver quelque chose dans un travail qui semble répétitif, monotone, ça ne sert pas à grand-chose et justement transformer, quoi. Oui. Ouais. C'est toujours la même chose. On a des contraintes dans la vie à certains moments et des choses que bah, peut-être on aimerait ne pas faire, mais pas de bol. Bah, allez, on va revenir sur le rapport à la décision. On n'a pas pris la bonne décision. Ok. Bon, bah, c'était pas bon. On a un job qui nous plaît pas. À nous de voir. À nous de voir comment on peut aborder les choses et comment on peut l'aborder en gardant un peu l'esprit Sylvain, à se dire, ok, faut pas que ça me développe trop de stress. Faut en même temps, du coup, bah, il faut que je trouve quand même quelque chose qui me rapporte quelque chose. Ok, là, factuellement, le boulot me rapporte rien. Ok, comment je peux appréhender ça comme étant un exercice pour moi? Comment je peux m'améliorer, grandir, évoluer et peut-être au travers de ça, me trouver d'autres opportunités pour changer de boulot, aller ailleurs, faire autre chose, rencontrer d'autres personnes, etc. Et tu vois, là, je trouve que ça nous remet dans une philosophie Sylva, de se dire, ok, c'est pas ce que je voudrais faire. C'est comme peut-être que José, il n'avait pas forcément envie de s'occuper de toutes les chaussures et de mettre du cirage sur toutes les chaussures à un moment donné. Mais c'est un moyen de gagner de l'argent qui après peut lui permettre d'aller faire son petit business après avec ses copains, etc., etc. C'est à nous, quand le système, parce que bien sûr, c'est nous et le système, mais il y a des moments, bah, on subit un peu le système. Bah, à ce moment-là, c'est le moment où notre individualité doit reprendre du dessus et se dire, soit je déprime et je suis pas bien, je suis pas à l'aise, soit je commence un peu à me bouger, je me mets en alpha régulièrement et je cherche et je trouve des solutions dans ce que je fais là et en anticipant ce que j'aimerais faire. Là aussi, c'est important de se dire, c'est aussi un moyen de savoir de ce qu'on veut pas faire, tu vois. Moi, j'avais fait beaucoup d'intérim. Et l'intérim, ce qui est cool, c'est que tu fais plein de jobs. Et moi, je prenais tous les jobs. Donc, vraiment, j'acceptais tous les jobs. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que je me disais, mais ça, jamais je le ferai. Tu vois, jamais je le ferai sur des années. Je le fais un mois, 2 mois, ou quelques soirées, ou quelques semaines. Pas de problème. Tu dis, ça va, parce que je vais arrêter. Mais ça te permet aussi de te dire, OK, moi, dans ce que je programme, je sais que ça, je ne veux absolument pas. J'aime pas travailler comme ça, j'aime pas ceci. Et ça nous donne une possibilité de créer un projet, de créer des choses à se dire, OK, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont les choses que j'accepte potentiellement? Quelles sont les choses que je n'accepterai jamais? Et c'est ça nous permet d'avoir des points de référence à nouveau. Justement, j'allais dire point de référence. Parfait, oui.
Ouais, c'est pour ça, il y a vraiment des choses super intéressantes à reprendre dans nos quotidiens et de se dire, bon, bah ça, j'aime pas. Ça, je dois le faire. Je dois aller toujours faire toujours le même chemin, m'occuper toujours de la même chose. Qu'est-ce que je peux exploiter pour moi me sentir mieux? Euh, et là encore, hein, c'est pas une obligation de se sentir bien. C'est si vous n'êtes pas bien et que vous voulez vous sentir mieux. C'est très différent parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une injonction à soyez bien, soyez heureux, soyez bien. Quoi, soyez équilibré. Non, si tu n'as pas envie d'être bien, pas envie d'être heureux, reste comme tu as envie d'être. Mais si tu te rends compte que c'est destructeur, que ça ne te plaît plus ou que tu aurais de passer à autre chose, c'est là où tu te dis, bah, j'ai des outils. La méthode Silva, euh, peut me donner des manières de voir les choses différemment. Je peux me programmer, je peux jouer sur l'ensemble des éléments que je mets en place et je peux peut-être voir un changement, une évolution qui m'est personnelle et qu'après, je pourrais peut-être avancer dans mon quotidien pour avoir des choses qui me conviennent mieux et m'adapter au mieux par rapport à ce quotidien-là. Alors, du coup, on n'a pas du tout commencé ce qu'on devait faire. C'est bon, on a passé presque toutes les 30 minutes on a commencé avec comment faire un projet des doutes. Voilà, c'est ça. Et là, je sais pas, mais c'est ça. Dans ce cours, il y a tellement de petites choses qu'on n'a jamais discutées que ça, chaque phrase peut être un tremplin. Voilà. Ouais, puis là, bah, vu qu'il nous reste 3-4 minutes, on peut finir sur la notion des doutes. Mais cette notion des doutes, c'est normal que vous en ayez aussi. C'est-à-dire que qu'importe que vous fassiez du dev perso, de la psychothérapie depuis des années, que vous soyez suivi, que vous doutiez, c'est normal. Là aussi, ne cherchez pas à être parfait. Aujourd'hui, le monde dev perso est devenu vraiment un truc un petit peu vous devez toujours avoir du bénéfice et toujours être mieux, mieux, mieux. C'est un peu le côté anglo-saxon très américain de toujours la compétition. Je dois être plus heureux que toi, je dois être plus éveillé, plus grand, soyez juste à ce que vous avez envie d'être et sans vous comparer aux autres. Et cette notion de décision, il y a des moments, les personnes se mettent de la pression parce qu'ils ont l'impression que le monde extérieur ou ce qu'ils devraient atteindre est tellement élevé que s'ils ne prennent pas la bonne décision maintenant, c'est fini. Ils ne pourront plus. Leur vie est finie. Tranquille. Prenez des décisions qui vous apportent du bien-être, qui vous permettent d'évoluer à votre rythme. Vous n'avez pas à subir une dictature du bien-être. Vous n'avez pas à subir une dictature du développement perso. Ce qui est cool avec la méthode Silva là-dessus, c'est qu'elle n'a pas été influencée par, en gros, le développement personnel depuis début 2000. C'est ancien. Et aujourd'hui, vraiment, on a une espèce de concurrence de je dois être plus heureux que toi, plus éveillé, plus grand, connaître plus de techniques. La méthode, elle ne se prenait pas la tête là-dessus, vu qu'elle était basée vers des solutions. Il y a un côté plus sain. Genre, bah, moi, je fais ça pour juste trouver ce qui me convient, pour mettre de côté les problèmes, ou en tout cas, résoudre mes problèmes. Si vous avez une vie, qu'importe qu'elle soit super ou pas super, mais où vous avez moins de problèmes, bah déjà, elle est mieux. Et il n'y a pas à comparer, c'est juste, bah, je vis une vie avec peu de problèmes. Après, que vous soyez heureux ou pas, c'est votre décision. Il y a aussi le système, mais il y a des choses que vous pouvez faire. Mais il n'y a pas d'injonction. Et ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler. Et la méthode, c'est vraiment ça. Et on ne vous impose pas à développer pour faire des cas. On ne vous impose pas à avoir toujours la bonne décision, à faire du healing sur vous. Vous prenez ce qui vous apporte du bien. Le temps que vous voulez, c'est ce qu'on disait avec lui. Il y en a beaucoup qui vont à la méthode, l'exploitent pendant un moment, ont des résultats, arrêtent la méthode, reviennent 10 ans plus tard parce que, bah, tiens, ils ont à nouveau envie de quelque chose et que ce n'est pas quelque chose d'oppressant. Beaucoup de systèmes de dev perso actuels sont un peu oppressants. T'es pas assez bon, faut que tu sois meilleur, faut que tu aies niveau 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. La méthode Silva, il n'y a pas de niveau. C'est, t'apprends, t'as tes 4 jours, basta. Après, tu as des options ultra hautes, mais tu les fais pas, il y en a qui ne l'ont jamais fait, ça ne leur change rien à leur pratique. Ce qui est important, c'est les bases. À partir de là, tu peux faire les choses. Et c'est ça qui est cool. Il n'y a pas de gradation, en fait. Il n'y a pas de ah, bah oui, mais lui, il est niveau 4, c'est mieux que moi. Ouais, mais non, il n'y a pas mieux que toi pour être bien dans ta vie, tu vois.
Tu es Et d'accord? simplement, on a quelque chose à traiter les problèmes qui existent. On a aussi une sorte de confiance ou certitude que, justement, même si quelque chose de soi-disant horrible arrive, j'aurai quand même des outils. Ça Oui, serait un projet. Justement, oui, je suis plus victime des circonstances parce que j'ai oui. plein d'outils et je vais traiter ça comme un problème à résoudre. Et ça aussi, ça change beaucoup parce que je connais tellement de gens qui sont toujours dans l'angoisse. Mm. Au cas où quelque chose d'horrible leur tombe sur la tête, ça n'arrive jamais, mais ils vivent quand même dans l'angoisse. Bien sûr, bien sûr. Non, je sais que si quelque chose arrive, ok, mais je ne peux pas tout prévoir, mais j'aurai des outils et je sais que je peux quand même faire face à des choses plutôt que, oh là là, je suis encore victime de quelque chose d'horrible, quoi. Oui. Ouais, c'est important et je vais conclure là-dessus, mais effectivement, la méthode, elle n'est pas là pour dire vous êtes tout puissant. Et Non, là aussi, tout à parfois, dans fait. le dev perso, on a un peu cette notion-là. C'est pour ça que je parlais de perfection tout à l'heure. Espèce de genre, vous pouvez tout, vous n'avez pas de limite, vous êtes. La méthode, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour dire le moment où ça ira pas, vous aurez justement la possibilité de ne pas totalement vous sentir impuissant. Ce qui est très différent. C'est D'un ça. côté, on dit tout le temps, vous êtes incroyable, merveilleux, supérieur, et vous pouvez tout réussir. Nous, ça, on dit, bah, si tu as envie d'y croire, c'est cool, mais c'est pas ça qui est vendu. C'est s'il y a des problèmes, voilà, tu pourras tenter de faire quelque chose dessus, d'un point de vue objectif et subjectif. Et c'est ce vers quoi on veut tendre, on veut proposer. On dit, le moment où on se sent impuissant et qu'on se dit mais merde, je peux rien faire, eh ben, mets-toi à niveau. Déjà, tu vas arrêter ton stress. Fais une communication subjective. Ça marche pas, mais au moins tu peux te dire j'ai Ah, tenté, j'ai fait quelque chose. oui, oui. Et ça c'est cool. Mais c'est pas genre ouais, mais parce que tu connais la méthode Silva, tout ira bien. Non, 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 non. Non, C'est non. non, ça serait bien, mais non. Et en même temps, c'est pas la quête de la méthode. C'est soyez bien avec. En fait, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de survente. C'est la vie et la vie. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est à nous de pouvoir avoir quelque chose de bien. Et en plus, il y a une communauté de gens sympas qui aussi peuvent faire éventuellement aider au travers des cas, etc., etc. Donc, il y a un côté voilà, c'est un plus dans votre quotidien, mais c'est surtout pas un absolu comme aujourd'hui on veut vendre, parce qu'on on a juste eu un système marketing qui a été toujours plus. Hein. Aller mieux en 20 minutes, en 3 minutes, en 2 respirations, en une pensée. Ok, ok. Mais parce que c'est du business, hein, c'est juste ça. On va s'arrêter là pour cette partie qui n'a rien à voir avec ce qu'on devait parler, mais c'est très bien. Si vous avez déjà des questions et des remarques sur cette partie-là, vous n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. À très vite, B1. Merci, Lee.